Bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes les bienvenus en ligne. C'est très étrange parce que d'habitude, on a l'habitude de se retrouver à ça. Mais là, on va faire avec les écrans. Il nous a fallu refaire le monde comme on a refait le festival, refaire le monde. Nous sommes donc au premier panel qui s'appelait Eco-Literature New Genres. Et on va être ensemble pendant 1 heure avec nos deux premiers invités, Oisin McGann et Serge Joncourt. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler On va parler d'écologie, on va parler de littérature. Alors, oui, effectivement, il y a une méthode écologiste qui n'est ni prophétie, ni militantisme, ni c'est en fait le dégel d'une pensée assommée et le réveil de sensations anesthésiées. C'est la conversion des consciences à un monde familier auquel on ne faisait plus attention, qu'on ne voyait plus, peut-être, à force d'habitude. Et en fait, il y a très longtemps, Serge Moscovici appelait ça un mouvement poético-politique, parce que ceux qui ne savent plus rêver le monde ne savent pas non plus le changer. Donc en fait, au fil du festival, nous allons entrer dans le monde de l'éco-critique, parlant de relations entre écologie et littérature, et nous intéressant, ce faisant, à l'existence d'une écologie culturelle et littéraire, complémentaire de l'écologie scientifique et politique, où s'exprimeraient de nouvelles manières d'habiter le monde, où s'inventeraient de nouvelles interactions entre l'homme et son environnement, où se développeraient de nouvelles formes discursives liées à la révision du dualisme nature et culture. Mais ces soi-disant nouveautés étaient bien là depuis l'origine des temps, sauf qu'une partie du monde, celle dans laquelle nous vivons, surtout en Occident, ne savait plus bien les lire. C'est pourquoi nous nous tournons vers nos deux invités, lecteurs du monde, écrivains du monde, vecteurs de compréhension et donc de liberté, pour voir comment refaire le monde avec tous ces outils que nous avons oubliés. Alors, on va peut-être, je ne sais pas exactement de quoi on va parler, vu que c'est une conversation à bâton rompu, mais on va peut-être dire adieu à l'anthropocène, bonjour au symbiocène. Le symbiocène, c'est quelque chose que Glenn Albrecht avait inventé, en 2019. Glenn Albrecht nous parle il nous propose une vision du monde radicalement nouvelle pour sortir de la crise écologique. Le philosophe australien nous montre comment, en créant le concept de symbiocène, qui se situe à l'ère anthropocène, qui se substitue à l'ère anthropocène, il nous faut inventer de nouveaux noms pour qu'advienne un nouveau monde. Auteurs et autrices aussi inventent de nouveaux mondes pour témoigner de notre monde. Glenn Albrecht, comme nos deux invités, explique, alors je ne connais pas vos dates de naissance, enfin oui je les connais, mais il est né au début de l'anthropocène, vous deux aussi, au début du déploiement des forces colossales de transformation, au début de la domination humaine sur tous les processus biophysiques planétaires, et même sur le premier d'entre eux, le climat, plus chaud, plus chaotique aujourd'hui. Les changements sociaux et biophysiques sont devenus aujourd'hui si importants et si rapides qu'il est difficile de les appréhender dans leur globalité. Ayant réfléchi à ces questions durant toute sa vie, il se sent aujourd'hui capable de proposer une réflexion sur le sens de la vie humaine au temps de l'Anthropocène. Donc, durant ce festival et durant cette première session, avec vous deux, nous allons voir si ces débats, ces questionnements font partie de vos projets artistiques. Donc, on va voir, nous allons nous tourner vers vous pour Serge et Oisin, pour voir comment et pourquoi vous décrivez ou non, ouvertement ou non, les liens intimes entre notre psyché et la Terre. Si vous entendez ou non modifier notre perception du monde, de notre avenir et de notre place au sein du monde vivant. Alors, pour les gens qui ne vous connaissent pas, parce qu'on va avoir des publics venant de France comme d'Irlande, I'm going to introduce you first, okay? Je vais vous présenter tous les deux. Oisin, you're with us all the way from Meath, okay, in Ireland. Yes. You're born in 1973, so we know you in Ireland and abroad, of course, as Irish writer and illustrator. And you've produced a range of genres for children and teenagers, and mainly science fiction and fantasy. And you have illustrated many of your own short story books for younger readers as well.
So originally, if I'm not mistaken, you're Dublin born, and now you're in between Dryden and Louth in Meath, and you were interested in writing and in illustrating from a very early age. You studied up the road when I'm in Dublin at a foundation art course in Ballyfermot Senior College in 90 and 91, from 90 to 91. Then you did a diploma course in animation at Dún Laoghaire School of Art and Design in 91. Now, you leave college in 92, you run away, and you set up a freelance illustrator. You set yourself up as a freelance illustrator and artist, later becoming a background layout designer for Fred Wood Films in 97. In 98, you leave Dublin for London, where you spend most of your time as an art director and copywriter in an advertising company. And after four and a half years, you return to Ireland, initially working as a freelance illustrator, but now as a full-time author and illustrator. It's going to be very difficult for me to present all your books, which I'm not going to do because we just have 1 hour. But we could mention in 2005, The Gods and Their Machines, which received the Bestow Children Book of the Year Merit Award. The Gods and Their Machines, along with the Harvest-Tide Project, were both shortlisted for the Reading Association of Ireland Award. And this was the first time an author had 2 books on the same shortlist. So proud, proud, proud. And then in 2006, The Gods and Their Machines was published by Tor in the United States and was also shortlisted for Locus Magazine's Best First Novel Award. Many of your other books are shortlisted for the Bestow Children Book of the Year Award, the Waterstone Children's Books of the Year Award. Interestingly, in 2000, there are about 1, 2, 3, 4, 5, 6 of them that have been awarded different prizes. Well, more than that, but I want to come over to Vorace, which was shortlisted for the Prix Imaginal 2011 dans la catégorie jeunesse. Vorace was also shortlisted for Les Mordus du Polar, which is a French award which focuses on mystery stories. And of course, the Wildenstern Saga series, longlisted, one of the 10 titles longlisted for the Grand Prix de l'Imaginaire in the Young Adult Foreign Novel category. You continue, you're awarded the European Science Fiction Award, Society Award for Best Creator of Children's Science Fiction and Fantasy Books. That was back in 2014. And so there are many of them. So that we are delighted to have you here with us, and we're looking forward to talking with you about your work and to talk with Serge Joncourt. Bonjour. Donc, si Ossian est au nord de l'Irlande, enfin un peu au nord de Dublin, vous êtes en ce moment dans le Lot, qui se trouve au sud-ouest de la France pour les Irlandais. Moi, en ce moment, je suis à Paris. Hein. Alors, vous êtes, je vais vous présenter rapidement aussi. Alors, même problème qu'avec Ossian, on ne peut pas tout présenter parce qu'autrement, on n'a qu'une heure, hein, donc on ne peut pas tout. Donc, vous êtes né en 1961, vous êtes originaire d'une famille rurale, agricole, vous avez grandi à Paris et avez passé votre enfance entre la Nièvre, l'Eure-et-Loire et le Valais suisse aussi. Au début, vous vouliez devenir nageur de combat, hein. Vous avez un parcours aussi intéressant parce que vous êtes arrivé tard à l'écriture. Alors, on sait que vous avez rapidement interrompu des études de philosophie, faute de temps. Vous avez beaucoup trop de choses à faire, beaucoup trop d'autres choses à faire. Et vous avez été maître nageur, vous avez été livreur de journaux, vous avez été cuisinier, rédacteur publicitaire. Donc, des parcours aussi méandreux. Très bien. Et à l'âge de 37 ans, en 98, vous publiez votre premier roman, Vue. C'était aux éditions du Dilettante. Ce roman a reçu le prix Jean Frustier en 99. Et
À partir de ce livre, en fait, ce livre, très rapidement, c'est un Boeing qui vient s'écraser dans la campagne profonde, tout près d'une famille d'agriculteurs. On a déjà la conflagration entre le monde de la ville et le monde de la campagne, que l'on va retrouver tout au long de nos écritures, jusque, bien entendu, à Chien-Loup, qui est sorti en 2018, où là, on est encore dans le Lot, territoire de prédilection pour vous, ou Nature humaine, qui est sorti en 2020. Alors, ces thèmes se retrouvent, la terre, le progrès, la campagne, le monde urbain. On va voir si ça interpelle Oshine aussi. Alors, bien entendu, vous n'avez pas été qu'écrivain, on vous connaît parce que vous êtes aussi scénariste. Entre autres, elle s'appelait Sarah, que l'on a vu avec Christine Scott Thomas. Et aussi pour les Français, on vous connaît à cause de l'émission de radio Des Papous dans la tête, qui sortait sur France Culture entre 84 et 2018 avec Jouet, Letellier, Nourdilla, j'en passe des meilleurs. Et vous avez donc publié environ 16 livres, enfin non pas environ d'ailleurs, 16 livres. Dites-moi si je fais une erreur, mais je crois que où allez compter les livres dans votre... Et là, le premier, c'était donc Vu en 98, prix Jean Frostillet, je ne vais pas tous les présenter, mais après UV, aux éditions du Dilettante, qui a eu le prix France Télévisions en 2003, adapté au cinéma en 2007, L'amour sans le faire aussi, qui était sorti en 2012 et qui avait reçu le prix littéraire des hebdos en région, L'écrivain national chez Flammarion en 2014. Alors lui a reçu et le prix des Deux Magots et le prix du Salon du Livre de Chaumont. Repose-toi sur moi, Flammarion 2016, prix interallié, meilleur roman français du magazine Lire. Et les deux que l'on avait mentionnés, Chien-Loup, sorti chez Flammarion en 2018, prix Landerneau des lecteurs en 2018 et prix du roman d'écologie 2019, décerné par la Fondation La Fabrique écologique. Et bien entendu, Nature humaine, votre petit dernier, le Benjamin, qui a eu le prix Femina en 2020 et le prix François Sommer en 2021. So, how do we start? How do we start? I don't know how do we start. Let's start with a question for both of you. But maybe we'll start with you, Oshine. You both arrived interestingly, not late, but into the publishing world. Did this impact your writing? I think it's pretty common for writers to come out of another area of work. Certainly in Ireland, when I was growing up, there was no way to learn to be a writer. You kind of had to find your own way. So, and I think that's true of most writers, is they're kind of self-taught for a lot of it. And as a result, they tend to be coming out of another profession. So I'd always wanted to be a writer. I've been writing all my life, been writing since I was about 6 or 7. And the illustration for me was always a means to an end in terms of telling stories. It was always about illustrating stories. So, but I kind of felt that despite the fact that I dropped out of art college, I always felt that art was an easier thing to show and possibly an easier thing to make a trade. Actually, it's pretty much as difficult as writing. You have to be particularly eager to try and do both. Normally, somebody goes from a more stable career and then kind of does the writing off that. But I think all the way along, I was always conscious of wanting to write and of being pretty clear about what I wanted to write. And so I was always being steered by that ambition. And luckily that, the kind of, I had a fairly colorful career in terms of getting to that point, but it all contributed in the end. So even, working and learning about storytelling and animation, or I illustrated a lot of books before I was published as a writer. Working as a copywriter was great discipline for writing. So everything that I did up to the point where I got my first books published were contributing to my skills and my experience as a writer.
but it wasn't always conscious. I think I always had a goal, and I knew I needed to aim for that point. And I think, particularly in any area of the arts, you tend to be distracted and pulled away a lot from the things you want to do. And the thing that I'm most grateful for really is that I've always had the focus to just keep aiming back towards what I wanted to do. I think one of the gifts I've been given was that I knew very early what I wanted to do, and I think that's something I don't take for granted. Et pour vous, Serge, vous êtes arrivé donc assez tard dans le monde du livre. Est-ce que vous, comme Oisin, vous aviez toujours su ce que vous vouliez faire? Et est-ce que le fait d'arriver tard dans le monde du livre a impacté sur votre écriture? Oui, certainement. Enfin, arriver tard dans le monde du livre, oui. En même temps, en tant que lecteur, on est tous un peu dans le monde du livre. Mais il y avait la volonté de passer un peu de l'autre côté depuis longtemps. Donc j'ai écrit dès l'âge de 18 ans, peut-être même un peu avant, des tentatives de romans que certains j'ai envoyés d'ailleurs à des maisons d'édition qui étaient refusés. Et finalement, il y a eu comme une nécessité d'apprentissage. Alors, comment on apprend à faire un roman? Finalement, je ne saurais pas le dire. C'est une démarche personnelle, parce qu'il ne s'agit pas non plus de copier un tel ou un tel. Donc, il y a vraiment trouvé sa clé intime pour se mettre à fonctionner en tant que romancier. Mais j'écrivais avant d'être publié, et j'ai écrit une dizaine de romans avant de trouver un éditeur. Et très probablement que ce roman-ci, qui était donc vu, était peut-être plus formé, plus abouti. Je sais. Les autres, je les ai perdus, j'ai aucune envie de les retrouver, sachant que ça correspond aussi à des formats informatiques qui n'existent plus. Donc c'est absolument inatteignable ce que j'ai fait avant. Mais je pense que écrire, c'est apprendre à écrire. Donc, c'est un apprentissage et il me semble qu'on ne cesse de progresser. Alors, c'est peut-être pas le cas de tous les auteurs, je ne sais pas. Et en même temps, je n'envie pas trop les auteurs qui arrivent à se faire publier tout de suite dès le premier. Je pense que moi, ça ne m'aurait pas servi. Donc, ce que j'ai vécu pendant une quinzaine d'années comme une forme de refus, de non-acceptation, finalement, ça a permis d'aiguiser encore plus mon appétit d'écrire. Et en même temps, ça m'a nourri d'expériences humaines, professionnelles, qui sont à chaque fois comme des regards portés sur le monde. Et cette forme de dispersion qui a été ma vie pendant plus de 15 ans, finalement, aujourd'hui, elle me sert un peu de... C'est comme un matériau dans lequel je vais puiser. Ouais. Et dans un interview, Serge, vous aviez dit un jour, le réel est une brocante et moi, je me sers allègrement. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler de cela? And Oisin, the follow-up question from what Serge is going to say is kind of how do you use reality for your fiction? Donc, allez-y, qui vous voulez. Oui, c'est une brocante, oui, c'est bien. Oui, c'est tout à fait ça. Et c'est aussi une brocante du contemporain, c'est-à-dire une expérience, une sensation vécue aujourd'hui ou hier va alimenter. Je suis toujours en train d'écrire. Disons que j'ai toujours en tête un projet. Donc, je vis ma vie au quotidien avec toujours l'arrière-pensée de tiens, est-ce que voir ces arbres pousser, ça va me servir dans mon prochain roman? Quelle est ma sensation exacte au regard de toutes ces feuilles qui sont en train de naître et dont depuis quelques années, j'ai toujours un peu peur au printemps qu'elles ne viennent pas. C'est une sorte de... En parlant d'écologie, c'est une sorte d'angoisse nouvelle que j'ai. Donc ce réel, il construit, c'est un matériau, c'est comme un ciment qui au jour le jour me sert à faire avancer mon histoire, sachant que
je compte aussi sur le hasard, sur le réel pour, d'une certaine façon, me donner des idées, en tout cas m'alimenter. Donc il y a effectivement la brocante des objets d'hier, des sensations très anciennes, et puis celles qui sont à venir, celles que je vais éprouver aujourd'hui. Et vous, what about you, Oisin? How do you use reality to turn it into fiction? There's a phrase that writers overuse a lot, and that's to write what you know. I always feel it's very bad advice for writers, because where does that leave leaps of imagination? You know, I think it's very limiting. But I do think that you should write from what you know, and that we use reality to give the weight and kind of grounding to fiction. So where you're describing something, and most fiction needs to be as immersive as possible. So you have to make your reader feel as if they're experiencing it as the characters are experiencing it. So you use your experience of the real world to present those situations. And even when you're writing something that isn't real, if you're writing fantasy, and fantasy is anything that basically can't be real, the way you approach that is that you do the first thing that's real, you describe the second thing that's real, third thing, and then the fourth thing is a fantasy, but you're using the same terms, you're using the same form of description. And in that way, you're creating, it's kind of a fictional fiction. You're creating a fictional world within a fictional world. So it's to try and make it convincing, you have to describe it the way you describe real things. And one of the things I teach courses and workshops, and one of the things that I find people kind of where the weakness in fantasy writing often is that they start using other language, or they start using other terms when they're describing the fantasy elements, when actually all fiction needs to be kind of based on, you need to feel familiar when you're there. It needs to feel that as if the writer has experienced this firsthand. And better yet, that the characters are experiencing this firsthand. So that rather than just describing what's happening, you're describing how it feels to be there as it happens. So that, I think, is kind of when it's the way you use reality to present fiction. And I think that's something we'll probably come around to later, but in terms of conveying a message, sometimes facts aren't actually the best way to convey the message. Sometimes storytelling is a better way to convey facts, even though you would think that facts are the most, they're what should be convincing us. When in fact, as we've seen from the way communication is used all over media now, storytelling is very powerful and can work against facts quite often if it's not controlled. So I'm fascinated with the way we are affected by storytelling skills in the media, and the influence that has over us, and how quite often it has a greater influence than just being told something that is true, that is factual. So I'm fascinated by the whole aspect of where storytelling and facts have to be balanced in terms of reaching people and kind of getting into people's heads. Serge, pour rebondir sur ce que Oisin disait, qu'est-ce que vous pensez du pouvoir de la fiction par rapport à l'écriture de la nature? Ça permet de rassembler des sensations. C'est très juste ce que vous disiez, Yoshi, c'est de rassembler des sensations plus que des faits. Ouais. Moi, j'aimerais en ce moment communiquer sur cette... Vous vous rappelez que mon premier roman, c'est vrai, je l'avais un peu oublié, se passait un peu sur cette frontière entre le monde naturel, campagnard, sauvage, et le monde urbain. Cette forme de conflit-là me semble essentielle depuis l'Anthropocène, dont vous nous rendez un peu les premiers acteurs, finalement. Hein.
Bon, ben, on a des tas de rapports sur le réchauffement climatique, par exemple. J'en ai lu ou parcouru beaucoup, comme tout un chacun. Seulement, il n'y aura rien de plus fort que la sensation que j'ai vécue l'été dernier ici même, face à une réserve d'eau, une source qui a toujours de l'eau, toujours, il y a toujours eu de l'eau. Sauf que l'année dernière, au mois d'août, il y avait plus d'eau et les oiseaux venaient pour boire et se piégeaient dans la vase. C'était une sorte d'allégorie d'une apocalypse, quoi. Bon, ben c'est finalement parfois une sorte d'expérience, de sensation très intime, personnelle. Si elle est bien décrite, permet peut-être plus de ressentir les choses qu'un énième rapport sur le réchauffement climatique, parce qu'à force d'avoir des informations et des courbes et des graphiques, ça peut devenir abstrait. Alors que cette peur nouvelle que j'ai maintenant quand je vais voir cette source, en me disant est-ce qu'il y a de l'eau? De la même façon que je regarde les arbres autour de moi en me posant la question est-ce qu'ils vont bien faire des feuilles cette année? Parce que certains arbres ont été malades et ont perdu toutes leurs feuilles. Hein, oui. Ces sensations-là très intimes, très personnelles, sont peut-être plus évocatrices qu'un énième essai sur le réchauffement climatique. Donc on parle bien de la sensation, de l'émotion. What do you think of this, Oshin? Yeah, I mean, I think it's one of I think it's been the main weakness in communicating climate change and the issues around climate change. I think because it has always been felt that the facts should do the job on their own. I mean, if you explain the facts to somebody, that should be enough. You know, you shouldn't have to kind of explain why it's important. I was on a residency a few years back, climate change residency, and one of the things that we had to do was we had to meet different experts, and we met a group of had a video call with a group of oceanographers and marine biologists, and I decided that I was going to ask the same question to everybody I met that knew more about it than I did, and that was if you don't understand the issues, if you're not educated and you don't have the perspective, why should you care? And I remember asking this to this group of people, and they were almost offended by the question. You know, they kind of go, well, if you don't care, what are we supposed to do? You know, we've told you what's wrong. So, and it was almost like they kind of take umbrage at this idea that you should have to do anything more than present the facts. And it was only really then that I kind of appreciated the gap sometimes between the people who really understood and the people who didn't, and how hard it was going to be to bridge that gap. And I think science communication as a kind of a trade or as a skill in itself is becoming more appreciated and is becoming more publicly kind of shaped. But I always think there's something, you know, something that's personal and more emotional that has a more powerful effect on. We are emotional beings. I mean, that's, you know, we like to pretend we're very rational, but actually emotions will always kind of be more persuasive or often more persuasive. I was trying to think of a good example. There's a guy called Philip Hoare, and he wrote a book called Leviathan or the Whale. And he writes about his research into whales, and he's not a scientist. He's like he'd been a music producer and a bunch of other things. But he swims. He goes ocean swimming, and he described being in the water with sperm whales, and he was describing the sperm whale's sonar sense. So it wasn't just that, like, if you're in the water with them, you can feel it, and if they were to use it full force, they could actually damage your body. It's a physical thing to affect. But he was describing that, or as it was described to him, that when a whale or a dolphin uses their sonar sense on a living being, they're not just looking at the surface. It goes right through. They can see you all the way through, the way an ultrasound does in a womb. And I'd never thought about it that way before. I understand how the whale's sonar worked, and I understand, that they could use it. They can use it to judge emotions. They can sometimes tell, like, they can learn things about, like, the other creature's health. And I really never thought about how in depth and how intimate that sense was. And
And then you think about, if dolphins or whales or killer whales, orcas in a concrete tank, and you imagine what must that be like if suddenly the sense is deadened because you can't see beyond the confines of these walls. And that to me was had a profound effect on the way I thought about it. And it's on a scientific basis, but the way he communicated it was emotional. And, he was describing it in a physical way. So I think those kind of small personal examples are sometimes what's been missing from the communication of climate change. So I have done residencies on climate change in schools. I've written a fair bit about it at this stage. And what I always try and do is relate the big glacier melting, upper atmosphere changes, all that big stuff down to the personal level and trying to make it as personal as possible, because no matter what aspect of your life you look at, it will be affected by climate change. And I think sometimes we forget that it's people we relate to or react to kind of immediate changes and immediate kind of threats. We're not very good at long-term threats. So the more we can kind of relate to the environment beyond us, as Sergey said, just the thing that's close to you, I think that's a much more powerful and much more potent way of communicating the ideas. Vous nous avez tous les deux parlé du pouvoir des émotions, du pouvoir des sentiments aussi, et vous nous dites aussi que quelque part, les artistes ont aussi à dire des choses au monde scientifique et vice-versa. En fait, on a besoin d'une conflagration de toutes ces langues. Bon, c'est Haraway qui disait ça. Hein. Il ne faut pas laisser la biologie aux biologistes parce que c'est trop important. Donc, vous êtes là pour montrer qu'il faut différents langages pour exprimer tous ces possibles. Ces langages vous arrivent à tous les deux enfin, vous avez eu probablement des influences. Vous avez été influencé par des écrivains, par des penseurs, pour ce que vous écrivez. Par exemple, Vinciane Després nous disait que pour habiter en philosophie, elle était philosophe. Pas vous, mais c'est la même chose au niveau de l'influence, de l'impact des autres. Elle disait que elle, habiter en philosophie, c'est habiter dans un lieu où d'autres personnes avec qui elle apprend des choses et avec lesquelles elle se sent grandir. Elle se sent appartenir à un collectif de penseurs ou d'artistes ou de philosophes. C'est une question à vous deux. Est-ce que vous avez besoin d'avoir un collectif de pensées, de livres, d'autrices, d'auteurs autour de vous pour fonctionner? Non, pas précisément. D'ailleurs, mais en même temps, c'est ça qui est assez fascinant, c'est quand on regarde la production d'une rentrée littéraire. Hein, en France, il y a des moments, il y a des rentrées littéraires. Les livres sortent en masse au même moment, c'est comme ça. Et en même temps, à tout moment, il y a ce travail fait par la presse, les critiques, d'essayer de rassembler des thématiques, pour essayer de cerner un peu tout ça. Mais en fait, ça va dans tous les sens et chacun est dans sa préoccupation, sa vision du monde. C'est ça qui est fascinant aussi. Ce serait terrible finalement si on se mettait tous à écrire sur le même sujet avec la même arrière-pensée. Et en même temps, sur le besoin de se référer à une école. Je crois qu'il faut quand même... c'est un peu ce que nous apprend la crise dans laquelle on est en ce moment même et qui fait qu'on se voit par vidéo et pas en vrai, c'est qu'il s'est passé quelque chose, quoi. Et ce quelque chose nous amène, et ça on a du mal justement à interpréter la situation avec d'autres lunettes qu'on l'a fait jusqu'à présent. Il y a un moment, cette difficulté d'ailleurs que je note chez les intellectuels, chez les philosophes en particulier, à penser la situation comme étant un fait non pas seulement humain, mais un fait animal, un fait global. Et moi, en tant qu'auteur, en tant qu'humain, je suis avant tout un mammifère, au même titre que la chauve-souris qui très probablement
contaminer un volatile qui lui-même a contaminé nous autres mammifères. Bon, cette vision-là, moi, c'est pas par hasard si j'ai, dans Nature humaine, pris cet agriculteur qui est un éleveur, c'est parce que il est justement sur cette ligne de partage entre l'humain et le reste du monde. Et en fait, de ligne de partage, il n'y en a pas. On est imbriqué dans ce schéma universel-là. Et ça, on a du mal à le penser comme ça. Et à partir de là, il y a même, certains, on peut se référer à des auteurs écologistes, des pionniers même de l'écologie, on pourrait dire comme Aldo Leopold aux États-Unis, qui, malgré tout, j'ai souvenir ça dans un de ces textes où il se moquait finalement de ces vieux paysans du Wisconsin qui fermaient les portes des étables le soir pour pas que les hirondelles rentrent. Alors lui, en tant qu'écologiste, disait, mais enfin, ces hirondelles, il faut bien qu'elles fassent leur nid, laisser les portes ouvertes. Et ce vieil agriculteur lui dit, non, les hirondelles, ça dort pas au-dessus des vaches. C'est pas bon. Mais ça semblait fou, rétrograde, et finalement, c'est lui qui avait raison, le vieil agriculteur, plus que le pionnier de l'écologie. Donc, il y a un moment, il ne faut pas craindre aussi de reconsidérer, y compris nos a priori nobles d'écologistes. Et pour revenir à des considérations, et encore une fois, c'est peut-être là le moment de le comprendre. On est un élément du dispositif en tant qu'humain et on n'est pas les plus forts, loin de là. Oisin? I have this phrase I use sometimes. We write a book alone, we publish it with a team, and we sell it with a community. I think writing by its nature is this fairly solitary activity, but you can't help be influenced by what's around you. And it's always good to be able to talk stuff out, but I don't really talk about my books in any great depth with other writers while I'm working on them. I do think that, one of the things about kind of the advent of social media is that you are exposed to a lot of ideas in an ongoing way, and that can kind of influence what you're writing on. And also your research. I mean, by researching any topic, you're learning from another mind as you read. You know, you're getting other insights that you wouldn't otherwise have. So I think we're always going to be influenced by our peers and by everything around you. And as I kind of said earlier, I'm fascinated with the interrelation between us and our environment, and how many different ways it affects us and it affects how we think. There's a zeitgeist thing where you get 2 or 3 writers who publish a book on the same thing or the same kind of a story in the same year. And I'm always fascinated to know, how did that happen? Or 2 films come out and they're about almost the same thing. So there's so many things that are affecting us on an unconscious level or a subconscious level as well, that even if you just sat in your room and only read books while you were writing, you'd still be influenced by so many different things that you could never say that you're kind of doing this on your own. And also, you never know if, when you're writing, if something is a completely original idea or if it's something you read when you were 5. You're kind of thinking this is a brilliant idea, and you kind of write it down and you go, no, hang on a second, that's from a television show I watched when I was 9 years old or something, so it's just a different rendition of it. So I am fascinated with how we are affected by what surrounds us. And it is, again, that's another way in I often use for when I'm talking about climate change, because your environment is literally everything beyond your skin. It includes the air they're breathing into your lungs. It includes the bacteria that's lining your gut. There's a very blurred line between me and the rest of the world. And every time I move, everything I do, there are little strings tugging on the things around me. And that's something, if you're teaching writing, that's another thing you bring in, is that characters are very affected by the environment, but they also affect the environment in return. And you're never completely isolated. You're always having an effect. I mean, if you just sat on the sofa all day and did nothing,
you're still breathing out and changing the chemical composition of the air. So we're completely intertwined with our environment, and that includes all the people around us. It includes the people you pass by every day. So it's something I kind of take an increasing interest in. I always have been, but I think I'm becoming more conscious about the lack of a dividing line between us and everything around us. Serge, ce sentiment haptique de l'environnement, enfin du monde autour dans lequel Oshin se trouve pour pouvoir écrire après, vous le ressentez aussi probablement, et surtout peut-être avec la présence du Lot dans vos livres. Le Lot est une espèce de c'est presque un personnage, hein, dans vos travaux. Alors je vous poser une question sur le travail de l'espace dans le livre et surtout l'espace par rapport au changement. Qu'est-ce que le Lot joue? Quel rôle joue le Lot dans votre écriture? Le Lot, je l'ai un peu défini comme déjà un territoire que je connais, que j'ai ressenti, j'ai ressenti les hivers, les étés. Et c'est un peu un territoire emblématique. La France n'est pas un très grand pays finalement, mais c'est un pays d'une variété de décors, de territoires, de météo, totalement surprenant entre la Bretagne, hein, qui serait plus proche de la Grande-Bretagne, on va dire, et la Provence, le Vaucluse, les Pyrénées. C'est presque des pays différents. On ne mange pas les mêmes choses, les maisons n'ont pas les mêmes toits, les gens ne parlent pas de la même façon. C'est difficile et moi, j'ai envie d'écrire sur le... Vous savez, il y a un moment, on qualifiait, quand un auteur français voulait écrire sur le dehors, on parlait de sa proximité avec le nature writing des auteurs américains, comme si... Déjà, ils ne sont pas très nombreux, les auteurs français, à écrire sur le dehors. Finalement, il y a deux types d'auteurs, ceux qui écrivent sur le dehors et ceux qui écrivent sur le dedans. Mais prendre à bras le corps ces collines que vous avez là et y poser ces personnages, c'est quelque chose qui est une démarche qui me semble pas si courante finalement. Bien, le Lot, ça permet d'avoir à la fois des endroits assez méditerranéens, chauds, très secs l'été, et avec une saison l'automne-hiver qui serait plus proche pas montagneux, mais en tout cas plus proche du Massif central. Donc, ça me permet, en mettant mes personnages là, en plus du fait de l'avoir éprouvé, ce territoire, ça me permet de parler d'une façon un peu symbolique de la France. Peut-être même de notre époque, quoi. Oui. Moi, je considère un peu la France comme pour moi, la France, c'est les États-Unis en plus petit. C'est-à-dire on a aussi notre vallée de la mort, notre Middle West. Vous allez sur les plaines d'Île-de-France, vous avez des kilomètres horizontaux de champs de céréales. Voilà. Bon, ces territoires-là, et puis je ne parle pas de la mer, du littoral et de toute... Là, par contre, on a des auteurs qui sont très, très liés à cette forme de territoire-là. Donc, le Lot, pour moi, c'est un peu... oui, c'est une sorte de symbole. Donc, ça m'a permis, pour Nature humaine, d'y placer les années 70, 80, 90. Et de ce qu'en ressentent certains lecteurs qui ont pu m'exprimer leur avis, c'est finalement qu'ils soient d'Alsace ou de Bretagne ou de Provence, ils ont retrouvé un territoire en commun. Hein, parce que c'est ce monde rural-là qui, malgré tout, malgré lui, rattrapé aussi par
par la modernité et par l'an 2000 en particulier, parce que je m'arrête pile à l'an 2000, moi, c'est pas par hasard, c'est que vu des années 70, 80, 90, l'an 2000, c'était une sorte d'Everest, là, de moment très fort qui nous attendait tous, où tout allait changer. C'était le monde d'après, avant l'heure. Hein. Mais bien souvent, dans la représentation qu'on avait de cet an 2000, ça se passait en ville, c'est-à-dire c'était urbain, citadin, c'était des voitures qui volent, des buildings de plus en plus hauts, des choses comme ça. Mais on ne se posait pas la question de savoir ce que seraient les campagnes en l'an 2000, comme si ces territoires-là étaient intacts et ne bougeraient pas. Donc le Lot, ça me permet de parler de la France, finalement, au travers d'un territoire qu'en plus beaucoup de Français ne connaissent pas, donc ils sont un peu vierges par rapport à ce que je présente de ce territoire. Oui, oui, non, non, c'est très, très intéressant. Oisin, this notion of using the microcosm of the Lot to talk about France. In your case, you're writing fantasy, so you don't have actually a specific space. How do you use space, and how do you discuss the changes of space through fantasy in your fiction? Well, I suppose my stories vary a lot. So some of the settings would be fantasy settings. Some of them would be a fantasy story in a real setting. So the Wildenstein books that you mentioned in the introduction, they're set in Ireland, and apart from the fantasy element of the family itself, the Ireland of that time is accurately depicted. I mean, it's historical fiction from that point of view. It's interesting listening to Serge describing, his France. And I kept thinking, how would I describe my Ireland? Because that's had a big influence on me, obviously. And Ireland has changed a huge amount in my lifetime. I mean, when I was born, Ireland was a very poor country. I mean, we grew up in it, and I grew up through a major recession. So I grew up in a half-finished housing estate. We had construction machinery lying around. They were our climbing frames. We climbed on diggers and kind of JCBs and steamrollers and stuff. So that kind of rough play, the kind of exploring, that would have had an influence on how I formed games in my head and how we imagine things. And then Ireland has obviously changed quite a lot. I mean, it was very monocultural. I mean, white Catholic, everybody, I think it was like 98% white Catholic or something. And we weren't Catholic. So, immediately kind of a little bit of an outsider just by not going to mass on a Sunday. It's interesting to compare, like I've been I haven't been on a number of holidays in France. And, even something as simple as the countryside is different. Like you drive down in France, and one of the things you notice on the roads is how neat the verges are on either side. The hedges are neatly cut, the grass is kept cut. Whereas in Ireland, most of the time when I was growing up, Ireland was a mess. Like our hedges grew all over the place. There's long grass. We didn't cut this stuff at the sides of the roads. We do now, sometimes to the point where we're destroying the hedges. But that was kind of, again, there was a character just to be on a road. You knew you were in a different country. And another thing would be the architecture. So in Ireland, there are gaps in our architecture. If you go into any French city, you could see a building that's 400 years old and a brand new building, and you will be able to see the stages through the city of the different periods that the architecture is from, because France has been a powerful country for most of its history, and it hasn't been colonized. So it has maintained its culture, its kind of identity throughout. Whereas Ireland, because it was colonized, there were periods in Ireland where it was like abject poverty and things didn't get built. So we have huge stunts, like certain types of architecture have kind of stayed around, but there are massive gaps in the towns and cities. We don't have very planned towns or cities because the money wasn't there. There was no, or where they were planned by, British colonizers. So that's had a big effect on the environment as a whole. And it's always interesting to go to other countries and see how they've been formed. Ireland would have nothing like the way Paris was planned, for instance. They just don't have an equivalent of anything on that scale. Or we were in Bruges a couple of years ago. And again,
the number, like the number of cathedrals in Bruges, like ridiculous number of beautiful buildings. That will all have kind of had an influence. So I think even where I'm describing a fantasy settings, they tend to be, some of them tend to be quite rough and ready. You know, I don't go for kind of, I don't do much medieval fantasy, that kind of dragons and dwarves and elves. I don't do that kind of stuff. And I think part of that is because I grew up in a place that was, you know, certainly most of my childhood was spent out in fields and kind of run around or wandering on train tracks or whatever. That will have had an influence. And then the rest would have been me thinking about going to another country, because that's when I, you know, growing up in the 80s in Ireland, you dreamed of being somewhere else. Most of our television was from America or Britain. And America was seen as like some country far away in the future. Little did I know what kind of dystopian future that was going to be. So I think that I've become more and more conscious. Before I left and lived in London, I never thought of myself as that Irish. I thought it was kind of much more cosmopolitan. I didn't have a very strong Irish accent. And I thought, no, I'm not that Irish. And then I went to London and I realized how Irish I was, you know, and I was using phrases the English just didn't understand. So I came back and I'd always wanted to kind of explore the world more. I've ended up traveling quite a bit more through work, really, rather than other things. And I had kind of thought that I was going to traipse around the world. And actually I thought, no, I'm quite happy to be in Ireland and to travel from there. I realized what I like about my home. And I'm not a nationalist in any way. I'm not into flag waving or anthems or anything like that, but I love the character of the Irish people. And I don't think of Ireland as better than anywhere else. I love that it's different to other places. You know, there are so many things about France that are better than Ireland or even England or other places. So when I go to another place, I mean, I was in India a few years ago and they had, it was an Aga fort, and they had one type of stone, almost like handwriting, inlaid into another type of stone. And this is around the same period that the Normans were building castles out of blocks, you know, and they had this artistry, and it blew my mind. I couldn't get over it. We didn't have anything like this equivalent at any point in our culture. So I love the differences in those things. And I think sometimes when you find something that kind of feels alien in the culture, but also wonderful, I think that's the kind of experience you're trying to capture when you write a fantasy story. You're trying to remove somebody from what's familiar and show them something that's actually wondrous, but could be something that is reflected in the real world, you know? And I think one of the greatest kind of advantages of fantasy or science fiction is that you can take a step back, show something in theory. It's a lens you can look at reality through. So you can say, well, imagine it, right, let's take this situation in the real world. Let's step back a bit. Imagine it wasn't in the real world. How would we react to it if it wasn't in this place that we're really familiar with? And it's a great way of kind of taking something and thinking clearly about it. And I think one of the representations of that is that when we go to a different place and we look at something that we might think is familiar, but we see it in a different context, I find that, you know, it's lovely to see. It kind of makes you curious and it makes you appreciate things that you wouldn't otherwise. Yeah. Serge, et parmi tout ce que Oisin vient de dire, et je me rends compte qu'on a simplement 5 minutes pour terminer, il a dit 2 mots très importants, enfin, en plus de tout ce qu'il a dit, qui sont alien and dystopia. Il a dit les mots d'étrangeté et de monde dystopique. Est-ce que vous avez l'impression qu'en ce moment, on est en plein milieu de l'étrange et en plein milieu non pas d'un futur dystopique, mais d'un présent dystopique? Oui, ô combien, oui. Et ça vous inquiète? Ce qui m'inquiète, c'est qu'on ne l'ait pas plus anticipé. C'est ça qui est assez inquiétant. Et ça, c'est aussi en partie pourquoi j'ai commencé il y a 3 ans à écrire Nature humaine. Je faisais ce constat qu'on ne retenait pas les épisodes restants comme les zoonoses, ce ne sont pas les premières. Hein. Dans les années 90, on a été totalement en panique vis-à-vis de la vache folle, de la maladie de Creutzfeldt-Jakob.
Ça a été une vraie psychose. On a tué des millions de bovins, en particulier en Angleterre, simplement parce qu'on s'est rendu compte qu'en mangeant du bœuf, on pouvait attraper une maladie qui nous affectait le cerveau. Eh bien, ça a été une panique pendant plusieurs années et après, on l'a oublié. Après, juste avant ça, il y a eu Tchernobyl, une panique de la même façon. On l'a totalement oublié. Et puis, il y a eu ces tempêtes, les tempêtes de 99, qui ont été totalement hallucinantes, là aussi, presque dystopiques, des rafales à 200 km/h en France et après en Allemagne, enfin, qui ont foutu en l'air des milliers d'hectares de forêt dont certains arbres sont toujours pas relevés. Toutes ces choses-là, et puis ces canicules en particulier, c'est pour ça que la nature humaine commence lors de la grande canicule de 76 en France, qui était une sécheresse inédite, qu'on disait du siècle, et finalement, une fois qu'elle est passée, on se disait, bon, ben voilà, on est tranquille pour 100 ans. Et ce qui se passe, c'est que tous les ans, maintenant, on a une sécheresse et une canicule du siècle, quoi. Tous ces faits-là, on les endure, on les supporte et on les oublie aussitôt. Et là, je vois dans la façon qu'a d'assister cette crise du coronavirus, dans cette insistance, une façon de bien marquer les esprits pour, d'une certaine façon, prendre conscience de certains dérèglements dont on est à l'origine, en particulier, et ça c'est très présent dans la nature humaine, le fait de... Mon personnage, derrière lequel je me cache dans la nature humaine, ne veut absolument pas voyager. Il veut rester là, déjà parce qu'il a une ferme, il a des animaux, des vaches, donc il ne peut pas bouger. Et simplement, autour de lui, il est environné par ses sœurs, ses amis qui, elles, en particulier, veulent courir le monde et s'ouvrir comme ça à tous les continents. Et il y a une démarche là que lui ne conçoit pas, je dirais presque en tant qu'éleveur, et là je reviens un peu au monde animal, c'est-à-dire que ça n'est pas possible humainement de se prendre là. Vous êtes en Irlande en ce moment même, et 12 heures après, vous êtes avec votre corps, le même corps, vous êtes au fin fond de la forêt amazonienne. Ça n'est juste physiquement pas possible, en tout cas, ça n'est pas souhaitable. Sans peut-être en passer par ce qu'on fait dans le monde de l'élevage. C'est-à-dire quand on déplace une bête d'un territoire à l'autre, d'un troupeau à l'autre, on la met en quarantaine. C'est quand même... tous ces termes-là qui sont devenus aujourd'hui... la mise en quarantaine, l'isolement, c'est devenu des choses assez courantes, mais elles le sont depuis toujours dans le monde de l'élevage. En ce moment même, en France, il y a 40 départements qui sont... où toutes les volailles sont à l'isolement, c'est-à-dire sont confinées, vous voyez, parce qu'il y a la grippe aviaire. Bon, ces choses-là, alors, cette dystopie, ce qui m'affole, c'est le fait de ne pas l'avoir vu venir, et ce qui m'affole plus encore, ça serait de l'oublier aussitôt. Ouais. Alors nous, on ne va pas oublier ce que vous nous avez dit tous les deux. Par contre, on va être obligé de s'arrêter parce qu'on est arrivé à la fin de la session. Donc, c'était un peu difficile pour vous deux parce que, enfin non, c'était pas difficile, mais c'est étrange parce qu'on a commencé simplement à lancer les jalons de ce dont on va parler au fil du festival. Ce que je retiens surtout, c'est votre travail complètement différent l'un de l'autre, d'artiste en tant que médiateur face aux questions du monde. Et rien que pour ça, on vous en remercie d'abord. Ce que je retiens aussi, c'est que l'importance de l'autre à un moment où, d'une part, on est complètement confiné, d'autre part, on ne sait jamais autant parler, mais est-ce qu'on reste seul ou pas? On verra. Alors, on va continuer à voir ça à 3h30 pour le deuxième panel qui va parler de Migrancies. Et vous deux, tout d'abord, merci à vous et puis au plaisir de vous revoir plus tard dans le festival. Thank you, Oisin. Merci, Serge. Au revoir. Au revoir.